La CEDEAO comme instrument de paix dans notre sous-région. C'était une très belle cérémonie et j'ai ensuite eu à rencontrer le président Jonathan pour traiter d'un certain nombre de sujets concernant nos deux pays, mais également la sous-région. Nous avons parlé surtout du Mali, comment harmoniser nos positions au sein de la CEDEAO et bien sûr la situation également dans d'autres pays de la sous-région. Le président en exercice de l'Union africaine, le président Yahi Boné nous a rejoints à cette occasion pour qu'à trois nous puissions faire un point complet. Nous avons eu un séjour très agréable à Abuja et je suis très heureux que j'ai été choisi pour présider cette cérémonie inaugurale qui a également été un temps fort au niveau de cette école puisque la CEDEAO joue un rôle essentiel dans la résolution des crises dans notre sous-région. Nous nous souvenons des interventions du Nigeria au niveau du Libéria, la Sierra Leone, mais également l'orientation que le Nigeria a donnée à la CEDEAO au moment de la crise en Côte d'Ivoire. Donc c'était une opportunité de dire à quel point nous sommes attachés à la CEDEAO, à son rôle de faiseur de paix et aussi de mise en place et de renforcement de la démocratie dans notre sous-région. Et on retourne à Abuja, au Nigeria, pour voir en image différents aspects du bref séjour du président de la République Alassane Ouattara. Envoyé spécial sur place, Jérôme Kofi Aboulin, commentaire, Viviane Aïmé. Le président de la République Alassane Ouattara a présidé ce vendredi 14 septembre la cérémonie marquant la rentrée académique du National Defense College du Nigeria. La cérémonie s'est déroulée à l'auditorium de la dite institution. Le président de la République à cette occasion a prononcé une conférence sur le thème « Sécurisation de la sous-région ouest-africaine, une évaluation de la CEDEAO comme instrument de sécurité ». Le président Alassane Ouattara est le 6e président à prononcer une conférence dans cette prestigieuse école de formation d'élite militaire africaine. Avant lui, se sont succédés les présidents Yoweri Museveni de l'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda, Thabo Mbeki d'Afrique du Sud, Abdoulaye Wade du Sénégal et John Kufuor du Ghana. Après la cérémonie, le président Alassane Ouattara s'est rendu au palais présidentiel du Nigeria pour y rencontrer son homologue nigérien. Le chef de l'État ivoirien a saisi l'occasion de cette audience pour faire un bref résumé de la conférence relative à cette rentrée académique. Je voudrais remercier mon frère et ami, le président Goodluck Ebele Jonathan, qui m'a invité à prononcer le discours inaugural au National Defense College du Nigeria. Et j'en profite pour saluer Monsieur le Président Yahi Boné, mon jeune frère, si je puis me permettre. Voilà. Et donc, je suis venu saluer le Président pour le remercier de m'avoir fait ce grand honneur. Et évidemment, le thème de la conférence était donc la CEDEAO comme instrument de paix et instrument de sécurité dans la sous-région. Je crois que cela veut tout dire et nous avons donc prononcé ce discours inaugural. Et là maintenant, après cet accueil très chaleureux et l'hospitalité généreuse habituelle du président Jonathan, je suis venu donc lui dire que je vais rentrer sur Abidjan pour me remettre au travail. Et donc je voudrais, Monsieur le Président, Mr. President, my dear brother, thank you again. It's a great honor, a great pleasure, and so we're waiting for you in Côte d'Ivoire in the next few weeks. Thank you for all the support. Thank you. And I was telling them the Ivorian people are very grateful to you personally and to the Nigerian people. Voilà, et le chef de l'État est rentré depuis cet après-midi donc à Abidjan.
La Côte d'Ivoire accueille la réunion extraordinaire du comité des chefs d'état-major des armées des pays membres de la CEDEAO. Il s'agit pour les chefs d'état-major des armées de la sous-région d'examiner la requête du Mali et faire des propositions sur l'envoi de la force en attente de la CEDEAO au nord du Mali. On fait le point avec Abou Sanogo. La réunion extraordinaire du comité des chefs d'état-major des armées des pays membres de la CEDEAO succède à plusieurs rencontres, parfois en comité restreint, pour se pencher sur la situation au Mali depuis l'occupation des 2/3 de son territoire. La présente rencontre se tient après la requête donnée par le gouvernement malien pour le déploiement de la force en attente de la communauté FAC dans le cadre de la mission de la CEDEAO au Mali, MISEMA. Pour le général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire et président en exercice du comité des chefs d'état-major des armées des pays membres de la CEDEAO, Soumaïla Bakayoko, il s'agit de faire des recommandations pertinentes pour l'engagement de la FAC au Mali pour l'aider à rétablir l'intégrité de son territoire. Il nous appartiendra aujourd'hui d'avoir à l'esprit la mission que le comité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO nous a confiée. D'une part, et d'autre part, de comprendre l'aspiration profonde des autorités maliennes. Selon le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, le comité des chefs d'état-major de la CEDEAO a l'obligation de réussir sa mission. Le président de la République, à l'instar de ses pairs de la sous-région, accorde une attention particulière à vos travaux depuis le déclenchement de la crise malienne et a pris la pleine mesure de ses responsabilités en ce moment crucial de l'histoire de la sous-région confrontée à plusieurs menaces. Les travaux s'achèvent ce samedi. Les recommandations seront proposées au cours du sommet extraordinaire des chefs d'État prévu la semaine prochaine à Abidjan. Direction l'Assemblée nationale au plateau, où l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, Hélène Clark, en mission en Côte d'Ivoire, a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Les deux anciens premiers ministres ont échangé sur les projets de modernisation du Parlement ivoirien. Hélène Clark était en compagnie de la représentante de la FAO en Côte d'Ivoire, Marie-Noël Koyara. Le compte rendu de Thomas Bainchi. Ancien Premier ministre, ancien député, réélu 10 fois, l'administrateur du PNUD est venu recueillir le point de vue du président Soro Guillaume sur le fonctionnement et les projets de modernisation de l'Assemblée nationale, sur les questions de désarmement et de réinsertion dans l'élan général de sécurisation du pays, enfin sur la question du genre. On a parlé de 3 choses aujourd'hui. Premièrement, le programme du président pour la modernisation et la réforme du Parlement et comment le PNUD peut soutenir ce programme. Et deuxièmement, nous avons parlé de la réconciliation, du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration pour les ex-combattants et de l'appui que le Parlement peut apporter à ce processus, et aussi l'importance de lier le désarmement et la démobilisation à l'emploi pour la population. Et les Nations Unies veulent soutenir tous ces processus. Et troisièmement, nous avons félicité les femmes membres du Parlement pour leur élection et avons parlé de comment nous allons continuer à discuter avec les femmes et pouvoir rencontrer d'autres organisations féminines par le gouvernement pour pouvoir encore augmenter le nombre de femmes qui sont dans la prise de décision. Le président de l'Assemblée nationale a encore eu l'occasion de développer auprès de la représentante résidente de la FAO cette constante de sa vision. La question de l'emploi peut trouver une solution pertinente dans la relance de l'agriculture. Marie-Noël Koyara a donc prêché auprès d'un converti son plaidoyer en faveur du renforcement des politiques en matière d'agriculture. Nous sommes venus au nom de la FAO pour féliciter M. le Président de l'Assemblée nationale pour son élection à la tête de cette importante institution, mais surtout pour faire un plaidoyer pour que ceux qui sont les garants de la loi, ceux qui sont les représentants du peuple, puissent accorder un peu plus d'attention au secteur de l'agriculture qui est la base du développement ici en Côte d'Ivoire. Et je suis très contente parce que nous sommes venus prêcher auprès d'une personne qui est déjà très convaincue. Et Monsieur le Président de l'Assemblée nationale
a pris encore nos plaidoyers pour soutenir davantage les initiatives au niveau de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, pour soutenir les initiatives auprès des différents ministres qui interviennent dans ce domaine. Et après donc l'Assemblée nationale, l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement a également rencontré la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation ainsi que la société civile ivoirienne. Un seul point à l'ordre du jour de ces deux rencontres, le retour de la cohésion sociale pour un développement durable en Côte d'Ivoire. Témoin de la rencontre, Victorine Yaoyoboué. La Côte d'Ivoire peut compter sur le système des Nations Unies pour sa reconstruction post-crise. L'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, l'a réaffirmé au cours de sa rencontre avec la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Hélène Clark n'a pas manqué d'encourager la CDVR dans sa mission d'amener tous les Ivoiriens à la réconciliation et à la cohésion sociale. Le PNUD et les autres composantes des Nations Unies ont déjà donné les soutiens et nous sommes venus voir avec la Commission sur ce qui doit être fait, sachant qu'ils doivent rendre leur rapport au président Ouattara dans une année. Et comme la Commission, nous sommes convaincus que ce travail de réconciliation et de guérison est important au relèvement de la Côte d'Ivoire et à son avancement. Elle convient avec nous tous que par essence la réconciliation est une mission difficile. Elle reconnaît avec nous que c'est encore plus difficile chez nous parce que les plaies sont encore vives. Pourtant, il faut y aller parce que c'est cela qui va nous permettre de rendre toutes les autres politiques efficaces. L'administrateur du PNUD a par la suite reçu la société civile, représentée par la chefferie traditionnelle, les leaders religieux et la convention de la société civile ivoirienne. Il a été question pour la représentante des Nations Unies de connaître les attentes de la population ivoirienne pour un développement harmonieux du pays. La société civile a fait plusieurs propositions dans ce sens. Elle souhaite un appui des Nations Unies aux autorités de Côte d'Ivoire pour lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent, pour rendre l'éducation de base gratuite et obligatoire. La société civile entend par ailleurs participer au suivi du plan national de développement. La société civile ivoirienne souhaite enfin la création d'une infrastructure de paix pour que ce que la Côte d'Ivoire a connu ne se reproduise plus. Hélène Clark a été ensuite faite reine ivoirienne selon la tradition d'hospitalité de la Côte d'Ivoire. Et c'était le reportage de Victorine Yaoyoboué. On en vient maintenant au financement du PNIA, Programme national d'investissement agricole. La table ronde sur la mobilisation des ressources pour financer l'agriculture a pris fin hier et le résultat a dépassé toutes les espérances. Plus de 2000 milliards de 40 000 ont pu être mobilisés seulement en 48 heures sur 2000 milliards attendus. Et donc, pour annoncer la bonne nouvelle, le ministre de l'Agriculture était sur le plateau de 20 heures de RTI 1. Interrogé par Abiba Dambélé, il a parlé des retombées du PNIA. Le programme permet de créer de la croissance agricole. Et c'est la croissance agricole qui va tirer l'ensemble de la croissance économique. Et la croissance, c'est de création de richesses. Maintenant, il y a des spéculations qui répartissent mieux la richesse que d'autres spéculations. Parce que nos études ont montré que c'est le manioc, la banane, le plantain et puis l'igname qui sont non seulement les spéculations qui ont le maximum de potentiel de croissance, mais qui distribuent mieux la richesse parce que ce sont des spéculations qui sont pratiquées par une large frange de la population et les ressources qui sont issues de ces spéculations sont directement captées par les populations. Donc non seulement ce sont des spéculations qui contribuent à la sécurité alimentaire, mais elles contribuent de manière significative à la réduction de la pauvreté et à la croissance agricole. Donc ça va se ressentir dans le quotidien des Ivoiriens parce que l'initiative du G8 qui appuie ce programme vise à sortir près de 6 à 7 millions d'Ivoiriens de la pauvreté. Et ensuite, le programme national d'investissement agricole, sur les 5 ans, pourra faire créer directement ou indirectement près de 2 400 000 emplois. Donc je pense que ça rentre très bien dans le cadre du programme national de développement, en fait, qui est le PNA et le volet agricole, si vous voulez, du programme national de développement.
Alors, c'est donc plus de 2040 milliards qui ont été mobilisés au cours de cette table ronde pour financer l'agriculture ivoirienne. La nouvelle campagne Café Cacao, après la réforme de la filière, c'est pour bientôt. Mais avant, l'Observatoire de la fluidité des transports et l'unité de lutte contre les rackets ont convié les acteurs de la filière, les autorités portuaires à une rencontre afin d'exposer sur la stratégie arrêtée avec pour objectif racket zéro. Notez que pour la campagne précédente, le manque à gagner du fait du racket est estimé à environ 10 milliards de francs CFA, nous dit Noël Nyagno. Le racket, les faux frais pour la campagne Café Cacao précédente. Voici ce que cela a coûté aux acteurs de la filière et à l'État en manque à gagner. Les données en notre possession nous autorisent à dire avec l'unité de lutte contre le racket que le manque à gagner de l'État de Côte d'Ivoire en termes du racket dans ce domaine-là s'élève à 10 milliards. 10 milliards, je pense que des fois même il faut aller un peu plus haut parce que véritablement c'est un grand manque à gagner pour l'État et pour le port et pour les opérateurs. Une nouvelle campagne va s'ouvrir avec la nouvelle réforme du café cacao et son prix garanti aux producteurs. L'Observatoire de la fluidité des transports et l'unité de lutte contre le racket des forces républicaines de Côte d'Ivoire ont convié autorités portuaires, la Banque mondiale, les acteurs de la filière à une rencontre pour arrêter une stratégie et leur souligner les objectifs que se sont fixés les deux entités. Le contenu de cet objectif, c'est quoi? C'est faire en sorte que les producteurs, une fois qu'ils ont travaillé, qu'ils ont vendu leur cacao ou leur café, qu'ils aient de l'argent dans la poche. C'est la volonté ferme du gouvernement d'assurer une collecte et un acheminement fluide des produits vruillés café cacao depuis les zones de production jusqu'au port de destination, sans aucune entrave que celle prévue par la loi. Pour cet objectif, les centres pilotes ont été identifiés. Il s'agit de San Pedro, Dabou, Man, Diokwe, Gagnoa, Bangouanou, Abangourou, Aboasso. Le groupe Olmix, pionnier dans l'utilisation des algues en alimentation animale, vient d'organiser un symposium en France. Le thème, les algues, la révolution bleue pour une chimie durable. Et la Côte d'Ivoire était représentée à cette rencontre par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Le ministre Kwasi Ayoumani en a profité pour inviter les industriels français à venir investir en Côte d'Ivoire. Delphine Blas pour le compte rendu. Premier symposium Olmix sur les algues à l'endroit des utilisateurs dans les secteurs de la nutrition et de la santé. C'était au palais des congrès de Pontivy en France. Thème de ce grand rendez-vous entre industriels français, algues, la révolution bleue pour une chimie durable. Il s'agit de montrer comment les algues peuvent apporter des solutions aux problématiques mondiales de la nutrition et de la santé. La Côte d'Ivoire était à l'honneur. Invité à couper le ruban symbolique, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Ayoumani, a prononcé un discours devant plus de 100 investisseurs. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, qui a précisé que la Côte d'Ivoire est devenue plus fréquentable sous le président Alassane Ouattara, a exhorté les banquiers et les opérateurs économiques opérant dans le domaine de l'élevage à investir dans le pays. L'objectif de notre arrivée ici, c'est de trouver des portes ouvertes grâce auxquelles nous allons lancer notre partenariat dans le cadre du développement de l'élevage en Côte d'Ivoire. Et nous avons rencontré les responsables de Olmix qui sont même représentés en Côte d'Ivoire et qui nous ont parlé de la possibilité de trouver des algues de l'alimentation pour le bétail, et nous avons sauté sur l'occasion puisque notre pays quand même dispose de plus de 600 km de côte, et donc nous estimons aussi que les algues, on peut en découvrir dans nos eaux. La Côte d'Ivoire a soutenu l'émissaire ivoirien, a fait le choix de l'amélioration de la productivité des filières animales et halieutiques en y intégrant à la base l'hygiène et la sécurité sanitaire.
Avec Patricia Omoetia, ouvrons le chapitre politique de cette édition. Il s'agit de la rencontre du secrétaire général du RDR avec les chefs des cantons et tribus du département d'Issia. Les têtes couronnées sont venues réitérer au secrétaire général du RDR, Amadou Soumaoro, leur engagement dans le processus de réconciliation et de paix et leur volonté de rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Issia, Vavois, Zoukoube et Daloa rendent hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Le porte-parole et chef central du département d'Issia, Dédé Justin, informel. Issia n'est pas contre le président Alassane Ouattara. Ce qui est passé, est passé. Le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, Amadou Soumaoro, approuve cette démarche. Selon lui, la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils pour sa reconstruction. Voir les enfants de cette région prendre cette grande initiative, donner un message au chef de l'État que cette région demeure une région de paix, que les enfants de cette région sont des enfants de paix, qui ne veulent que le développement de notre région et le travail en commun avec tous les autres frères de notre pays. Quelle autre preuve que nous voulons que ces populations démontrent qu'ils sont totalement et entièrement dans le vivre ensemble, projet de société du chef de l'État. Les chefs traditionnels tiennent une place importante dans la société ivoirienne, ce qui leur permet d'agir efficacement pour la promotion de la cohésion sociale et la réconciliation intercommunautaire. Rendez-vous est donc pris à Issia dans les jours à venir pour rendre hommage et s'engager aux côtés du président de la République Alassane Ouattara, a conclu Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains. De l'Assemblée nationale. Plus de 63 000 ouvrages d'une valeur de 5 milliards de francs CFA ont été offerts aujourd'hui au ministère de l'Éducation nationale. Des ouvrages à partager avec les ministères de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et celui de la culture. Le donateur est l'association Cœur France, Cœur d'Afrique qui entend contribuer ainsi à l'équipement des bibliothèques dans les lycées et collèges. Sylvie Touré signe ce reportage pour vous. Une école, une bibliothèque. C'est l'une des innovations que compte apporter la ministre de l'Éducation nationale au système éducatif. Le projet sera lancé cette année et les ouvrages pour équiper ces bibliothèques existent. Au nombre des fournisseurs, l'association Cœur de France, Cœur d'Afrique. Elle vient d'offrir environ 63 000 ouvrages à repartir entre les ministères de l'Éducation nationale, celui de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que le ministère de la Culture. Le président de l'association, Sou Robert, estime le don à 5 milliards de francs CFA et justifie l'acte par la volonté de contribuer à l'équipement des bibliothèques. Une bouffée d'oxygène selon la ministre de l'Éducation nationale, porte-parole des bénéficiaires. Un auteur, adepte des préjugés, disait que pour cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans les livres. Il lit peu. Et quand nous regardons de près dans nos salons, nos bibliothèques pour la plupart sont remplies de photos souvenirs et autres soupières. Tout cela est éclairant. C'est pourquoi cette année nous lançons le projet Une école, une bibliothèque. L'objectif à terme est de rapprocher le livre des apprenants. Kandia Camara a ajouté que ce don de l'association Cœur de France, Cœur d'Afrique rencontre l'adhésion du gouvernement qui cette année encore distribuera gratuitement des kits et manuels scolaires aux élèves du primaire à compter de ce 17 septembre, date de la réouverture des classes. Et on parle d'un autre don, celui-là, il est de la fondation Maquette Cissé. La fondation a offert 2000 kits scolaires aux enfants démunis du CP, cours préparatoire, et du CM, cours moyen, des communes de Port-Boué, Gonzagueville, Trècheville, Abobo et du village d'Atien-Kofikro, c'est à Thié-du-Sou. L'objectif est de soutenir les parents dans la scolarisation de leurs enfants.
instituée pour manifester la solidarité de l'État de Côte d'Ivoire aux personnes vulnérables. La Journée nationale de la solidarité, qui est à sa 7e édition, a été célébrée ce vendredi. Et la 7e édition a eu pour thème la solidarité, levier de la reconstruction nationale. À Yopougon, cadre de la cérémonie officielle, une importante quantité de kits a été distribuée aux personnes défavorisées. Léon Brou, à Boussanogo. Des larmes exprimant la joie de ces handicapés qui pourront désormais se déplacer grâce à ce fauteuil roulant reçu de l'État de Côte d'Ivoire. Comme ces handicapés, des personnes et autres familles défavorisées du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays ont été soulagées à l'occasion de la Journée nationale de la solidarité. Au total, 60 fauteuils roulants et 30 tonnes de vivres constituent le don du gouvernement pour exprimer sa solidarité à ceux des citoyens rendus vulnérables, notamment à la suite de la crise post-électorale. Des actions en cohérence avec le thème de l'édition de cette année, la solidarité, levier de la reconstruction nationale. Il n'est plus question pour notre pays d'accepter un mode de gouvernement et une approche de la société faisant fi des attentes de nos populations, des sentiments qui les animent et de leur existence de chaque instant. Des défis majeurs liés à l'émergence et à l'aggravation des problèmes sociaux demeurent. Il nous faut donc à présent, malgré les difficultés conjoncturelles qui sont les nôtres, agir sans relâche, avec dépassement, avec foi, pour consolider les acquis et confirmer toutes les promesses et toutes les espérances. L'édition 2012 de la Journée nationale de la solidarité, aussi une occasion pour le représentant du Premier ministre et le ministre d'État Gilbert Kafana Koné, en charge de la solidarité, de dresser le bilan des activités du gouvernement dans ce domaine. Ils ont surtout évoqué les prochaines actions, question de rassurer sur l'engagement du président Alassane Ouattara de faire prospérer l'œuvre de solidarité. Et cette journée de solidarité a été aussi marquée dans la ville d'Agboville. Plus de 100 écoliers de 5 à 14 ans, tous issus des milieux dits défavorisés de la ville d'Agboville, ont tous reçu ce vendredi un kit de vêtements et d'équipements scolaires. Témoignage, Thérèse Tapeyoboué. Ce sont 61 petites filles et 40 garçons parmi les orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH-Sida, des personnes retraitées ou handicapées, ainsi que des enfants des travailleurs de la société Cotivo, encore en chômage technique, qui ont été les heureux bénéficiaires du jour. Chacun des enfants est reparti avec un cartable neuf, ainsi que du tissu pour la confection de l'uniforme scolaire. L'amicale des couturiers d'Agboville a pris l'engagement de confectionner chacune des tenues scolaires. Selon Boni Bédé Isabelle, directrice régionale des affaires sociales de l'Agné-Bitiassa, cette 7e édition 2012 de la solidarité est l'occasion de soutenir des écoliers des milieux défavorisés. Elle a profité de l'occasion pour saluer l'action des chefs traditionnels ainsi que de l'administration régionale qui ne cesse d'œuvrer en faveur de la solidarité à Agboville. Le préfet des régions, préfet du département d'Agboville, Dibé Anatole Priva, a déploré l'action des partis politiques qui ne sont solidaires qu'à l'intérieur de leur formation politique. Les enfants ont manifesté leur joie de recevoir des uniformes écartables des mains du préfet. Bako Priva. On en vient maintenant à ce déchaînement de violence dans le monde arabe qui a fait aujourd'hui au moins 5 morts. Des dizaines de milliers de musulmans en colère dénoncent la diffusion d'un film jugé insultant pour l'islam. Se sont progressivement étendus ces 3 derniers jours. Des rassemblements parfois plus restreints, mais dans de nouveaux pays et surtout plus violents, comme ici, au Yémen. Des jeunes en colère ont pénétré jeudi dans l'enceinte de l'ambassade américaine à Sanaa avant d'être repoussés par la police. Des heurts se sont poursuivis ensuite toute la journée, bilan 4 morts et 34 blessés. En ce vendredi, jour de la grande prière hebdomadaire, les mesures de sécurité avaient donc été renforcées dans tout le monde arabe. En Égypte, des heurts près de l'ambassade américaine au Caire ont continué d'opposer forces de l'ordre et manifestants. Le président égyptien, l'islamiste Mohamed Morsi, avait condamné les atteintes au prophète Mahomet tout en rejetant la violence. Les frères musulmans, la plus importante force politique du pays, ont pour leur part finalement retiré leur appel à manifester à travers toute l'Égypte.
La colère a gagné aussi jeudi l'Irak, le Koweït ou encore comme ici le Liban où quelques 200 personnes ont défilé, notamment à l'appel des salafistes. Vendredi, un fast-food a été incendié et un manifestant tué. Les Américains, vous êtes une superpuissance. Les Américains, vous avez la plus grande armée du monde. Les Américains, vous contrôlez le monde, mais vous n'êtes pas plus grand que Dieu. Et tôt ou tard, Dieu se vengera de vous. Manifestation également ici en Iran au cri de mort à l'Amérique et mort à Israël ou encore dans le territoire palestinien de Gaza. Les craintes d'émeutes et de violence étaient prises également très au sérieux en Afghanistan, au Pakistan, en Inde et ici en Indonésie, le pays musulman le plus peuplé de la planète. L'accès aux films polémiques y a été bloqué sur Internet. Pour ces manifestants indonésiens vendredi, cette vidéo est ni plus ni moins une déclaration de guerre. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir accompagnés.